Bonjour, bienvenue à l'émission Regard sur l'itinérance. Mon nom est France Labelle, je suis directrice du Refuge des jeunes de Montréal, un organisme voué à l'accueil de jeunes sans-abri. J'anime une émission, peut-être que certains d'entre vous le savez déjà, portant sur différents aspects de l'itinérance. Aujourd'hui, nous allons discuter de la judiciarisation de personnes en situation d'itinérance avec mes deux invités, la professeure Céline Bello et Bernard Saint-Jacques, consultants en itinérance. Le sous-titre de l'émission est « Où voulez-vous que j'aille ?» À tout de suite. Alors, France Labelle de retour. Donc, je vais, si vous me permettez, vous faire un exposé un petit résumé de la situation de la judiciarisation de personnes en situation d'itinérance et de l'occupation de l'espace public. Par la suite, je pourrai vous présenter ma première invitée. Alors, je me permets une petite citation de mon invitée qu'elle va reconnaître sans doute. On devient marginal ou exclu, non pas en présentant certaines caractéristiques, ni même en fréquentant certains espaces, mais bien parce que l'autre nous désigne comme tel. Alors, Bello 2000. Tu reconnais? Je reconnais. Oui, donc elle se reconnaît, c'est bon. Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser à la question de ce qu'on appelait à l'époque discrimination à l'endroit des personnes itinérantes au tournant des années 2000. Je suis toujours directrice générale du Refuge des jeunes de Montréal, un accueil pour des jeunes sans-abri. À cette époque, on parlait de jeunes de la rue, de jeunes marginaux. Une partie de ces jeunes dits marginaux pratiquaient le squeegee dans les rues pour se faire un peu d'argent. Ces derniers considéraient que c'était un travail. Cependant, ce travail n'était pas reconnu socialement, il était parfois dangereux puisqu'on zigzaguait dans les rues et il agaçait souvent les automobilistes. Aussi, cette pratique a été largement réprimée, entre autres par la remise de contraventions contre l'infraction. Un des libellés en lien avec le squeegee était se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter avec l'occupant d'un véhicule. C'était l'article 448 du Code de la sécurité routière. C'est ainsi qu'une pluie de contraventions s'est abattue sur les jeunes et les moins jeunes pratiquant cette activité dans les rues. Il y en a eu aussi beaucoup pour toutes sortes d'autres règlements reliés à l'occupation de l'espace public, autrement dit, au fait d'être dehors dans les lieux publics, les parcs, les espaces vacants, etc. Il y a eu beaucoup de contraventions pour ce qu'on appelait le flânage aussi, se tenir immobile sur la chaussée, ou des choses comme s'étendre sur un banc de parc, traverser les rues en diagonale, etc. Il y avait souvent plusieurs règlements pour une même infraction, règlement de la ville, la société de transport ou autre. Certaines personnes cumulaient à elles seules plusieurs constats, parfois dans la même journée, parfois à 15 minutes d'intervalle, d'autres fois remises par le même policier dans la même journée. Évidemment, ces personnes-là ne pouvaient pas payer. Les frais augmentaient au fil des semaines, des mois et parfois même des années. C'est ainsi que les dettes s'élevaient à plusieurs milliers de dollars et le non-paiement pouvait mener à l'incarcération, donc l'emprisonnement, ce qui a été aboli en 2004 à Montréal. On imagine les coûts humains de l'incarcération sans compter les coûts économiques. Autrement dit, ça coûte combien garder une personne en prison, ainsi que tous les frais là, reliés à ces contraventions-là. Puis là, jusqu'ici, on ne parle pas encore de méfaits, d'actes violents, on ne parle même pas d'ébriété sur la voie publique pour le moment. Parfois, la simple présence de personnes dites itinérantes pouvait causer un malaise, faire peur, puis être jugée dérangeante. On parlait donc de la présence dérangeante de ces personnes. À l'époque, cette réalité était peu connue et niée par les autorités politiques et par la police. Et de plus, que vaut la parole d'une personne sans abri, sans témoin, devant celle d'un policier, par exemple? Devant de tels constats et avec l'aide d'intervenants et intervenantes du Refuge des jeunes, nous avons commencé à recueillir les contraventions que les jeunes recevaient, à les analyser et à les compiler.
C'est ainsi qu'on a recueilli 702 contraventions analysées une par une. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, j'avais des preuves que ça existait vraiment. Alors, ce fut le début des alliances avec les jeunes, les autres organismes communautaires, le réseau d'aide pour personnes seules et itinérantes, le RAPSIM. C'est là que j'ai rencontré aussi Céline Bello. On va parler de ses travaux et puis de ce qu'elle a fait et fait encore pour mettre en lumière toutes ces questions. Et j'ai rencontré aussi Bernard Saint-Jacques, qui était alors intervenant communautaire, organisateur communautaire au RAPSIM. Alors, on va tenter aujourd'hui de tracer au fil du temps les moments importants dans l'évolution de la judiciarisation, son impact sur des populations marginalisées, mais aussi, on veut voir s'il y a des progrès, est-ce qu'on est dans la bonne voie ou pas, et aussi présenter des alternatives qui sont porteuses, intéressantes, puis actuellement en action. Alors voilà, donc je viens de mettre la table pour aujourd'hui, tout un programme. Alors, permettez-moi de vous présenter ma première invitée. Ouais, j'aime ça dire la professeure Céline Bello. Hein? C'est bon, ça. Mais elle est bel et bien professeure. Elle a obtenu un doctorat en criminologie à l'Université de Montréal en 2001. Après avoir effectué un post-doctorat à l'Université du Québec à Montréal, elle devient professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. De plus, elle dirige l'Observatoire sur les profilages et elle est membre du Centre international de criminologie comparée. Donc, je peux dire que j'ai la chance d'avoir une experte avec moi aujourd'hui. Alors, c'est formidable. Merci, Céline, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Alors, écoute, moi, les parcours des gens m'intéressent toujours d'entrée de jeu. Alors, donc, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi, puis que tu nous dises quand as-tu commencé à t'intéresser à ces questions? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier ou quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te porte? Puis, tu viens de le rappeler, 2001, mon doc. En fait, j'ai fait un doctorat en criminologie sur les jeunes en situation de rue. Mm-hmm. De 95 à 2001, j'étais dans la rue, beaucoup dans le centre-ville. Puis à l'époque, mon intérêt au départ était sur les expériences et les trajectoires de ces jeunes. Puis progressivement, je me rendais compte qu'effectivement, ils recevaient beaucoup de constats d'infraction. Mm-hmm. Et qu'ils allaient en prison. Et quand ils revenaient, ils passaient du squeegee à la vente de drogue pour les garçons, au travail du sexe pour les filles. Puis c'était l'époque aussi où, à Bordeaux, dans la prison, il y avait, on était en pleine guerre des motards, donc il y avait beaucoup de recrutement qui se faisait là. Mm-hmm. Et ces jeunes-là ni savaient combien de constats d'infraction ils avaient, et puis ils ressortaient de prison en se disant j'ai réglé mes dettes. Puis en fait, il y avait d'autres constats qui arrivaient, puis ils repartaient en prison. Mm-hmm. Donc, puis personne ne savait en fait ce qui se passait, comprenait. Tout le monde voyait les travailleurs de rue avec qui j'étais, les jeunes, les intervenants. Mm-hmm. Personne voyait un peu ce qui se passait, puis quel était le parcours. On ne comprenait pas trop. Ouais. Et à l'époque... il n'y avait pas de chiffres parce que c'était des infractions pénales. Dans le système, on documente les infractions criminelles, mais là, les infractions pénales, personne ne savait combien de tickets étaient donnés, combien de constats d'infraction, tickets dans le vocabulaire de la rue, étaient donnés. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, en alliance avec les organismes communautaires et les personnes, que j'ai fait ma première étude en rentrant comme prof puis souvent les étudiants ils se posent des questions compliquées de recherche, mais la question c'était combien de tickets sont donnés à Montréal, puis quel est le parcours judiciaire de ces constats d'infraction. Puis c'est la première histoire, en fait. Moi qui étais beaucoup dans les recherches qualitatives, là, pour la première fois, on est allé chercher des chiffres. Oui. Et on a vu ce que ça voulait dire d'avoir des chiffres. Puis la première étude, ce qu'elle a fini par dire, c'est qu'il y avait eu 16 000 constats d'infraction qui avaient été remis, que parmi ces constats d'infraction, 50 de ceux qui étaient finis, 50% avaient fini par de l'emprisonnement pour non-paiement d'amende. Puis là, à partir de ce moment-là, c'était la première fois qu'on pouvait dresser les contours de la judiciarisation, qu'on pouvait comprendre ce qui se passait aussi dans tout le processus et qu'on pouvait affirmer que ce n'était pas juste des anecdotes parce que c'était un peu le discours des autorités. Ce n'est que des anecdotes, etc. Là, pour une fois, on venait découvrir un phénomène, la judiciarisation. Absolument. Puis moi, je me souviens... Parce qu'à l'époque, c'était le moment où je compilais mes contraventions. Puis,
Et puis justement, bon, il y en avait 700, mais on savait qu'il y en avait beaucoup plus. Alors, c'est comme si la recherche est venue valider notre point de vue. Tout à fait. Au début, c'était des impressions, expériences, des témoignages des jeunes et moins jeunes, mais ça a été un moment marquant dans la démonstration et éventuellement la lutte là, dont on pourra parler tout à l'heure. C'est en quelle année, Céline? On est en 2005. Puis c'est vraiment la période où... Et puis ça s'est fait en partenariat. Puis c'est ça aussi qui était important parce que la recherche, on peut la faire. On aurait pu sortir les chiffres, mais on n'aurait jamais eu la portée des luttes qui se sont développées, de la manière dont après on a travaillé à construire la judiciarisation comme un problème et non pas les personnes en situation d'itinérance comme un problème. Puis ça a beaucoup été parce que c'était en partenariat. Donc il y avait des relais aussi dans les réseaux communautaires avec les personnes. Puis moi, de l'époque, ce dont je me rappelle, c'est au-delà d'avoir eu le monopole du chiffre, là, c'était de voir à quel point tout le monde s'appropriait ces chiffres-là. On a fait énormément de forums pour présenter ces résultats, mais tout le monde, après, pouvait parler de la judiciarisation, mettre des chiffres sur cette réalité, comprendre aussi comment on passait du constat d'infraction à la rue à la prison, voir les enjeux de l'incarcération pour non-paiement d'amende, les conséquences que ça avait pour les personnes en termes de perte de logement, de perte de relations avec des organismes, etc. Et surtout, à l'époque, c'était vraiment vécu comme une épée de Damoclès. Tu étais en processus de sortie, puis d'un seul coup, hop, tu te faisais arrêter par une police, puis là, ils tapaient dans leur ordinateur, découvraient des mandats d'emprisonné, et boum, tu te retrouvais à Bordeaux ou à Tanguay. Et donc, il y avait une incertitude constante, au-delà des enjeux de survie dans la rue, il y avait cette incertitude constante de quand est-ce que mes tickets vont être là, combien je vais en avoir, qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y avait beaucoup aussi d'apprentissage, y compris pour les intervenants communautaires, d'aller vers la cour municipale, de comprendre la mécanique juridique, parce qu'elle fait peur aussi. Hein? La connaissance du droit, c'est pas simple. Donc, il y a eu tout... On était vraiment dans une période d'ébullition, je dirais. Oui, je la sens, l'ébullition. Là, je me dis, mon Dieu, je retourne à toute cette époque-là. Mais dis-moi, si on prenait un petit recul, peut-être il y a des gens qui sont moins familiers à toutes les questions de... Quand on parle de profilage social, quand on parle de judiciarisation, est-ce que tu peux expliquer? La judiciarisation, c'est vraiment de dire comment on utilise pour régler des problèmes sociaux des réponses judiciaires plutôt que des réponses sociales et communautaires. Ça, c'est le premier. Donc, pourquoi on a recours à de la police plutôt qu'à des interventions communautaires? Pourquoi on entre dans le système jusqu'à l'incarcération? Donc, pourquoi on répond à un problème social qui est l'itinérance par la voie judiciaire plutôt que par d'autres voies? Puis le profilage, ça c'est venu beaucoup plus tard grâce à un avis de la Commission des droits où là, ce qu'on a pu montrer, c'est la comparaison. Donc, combien il y a de constats d'infraction remis à monsieur, madame, tout le monde dans la ville de Montréal? Puis combien il y en a qui sont remis aux personnes en situation d'itinérance à partir de nos données? Puis il faut comprendre que même nos données, c'est la pointe de l'iceberg. Hein. Mais en comparant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait à peu près 20% des constats d'infraction à l'époque qui étaient remis aux personnes en situation d'itinérance. Puis là, c'est ce qu'on pouvait démontrer en termes de profilage, c'est ce traitement différentiel. Pourquoi, quand je traverse à la rue, moi qui est pas l'air d'être une personne en situation d'itinérance, je ne reçois pas de constat, mais qu'une personne en situation d'itinérance va en recevoir. Pourquoi, quand je consomme de l'alcool dans un parc, moi, j'ai un constat ou une contravention, pas la personne qui le fait. L'autre est en pique-nique. L'autre est en pique-nique ou en ébriété, la sortie des bars versus... Puis c'est beaucoup ça. Les motifs étaient beaucoup des motifs de comportements que beaucoup de personnes font. Oui. Puis c'est l'enjeu le profilage, c'est ce traitement différentiel, c'est de dire qu'à l'égard de certaines personnes, on utilise les réglementations municipales pour des comportements que tout le monde adopte, ou presque tout le monde adopte. Puis c'est comme ça qu'on a pu, après, témoigner de la discrimination, parce que le profilage, c'est une pratique discriminatoire particulière. Ça a été ça c'était en 2009, hein, la Commission des droits de la personne, parce que les premiers constats, on voyait... nous, ce qu'on appelait à l'époque la discrimination, mais à partir de ce rapport-là de la commission, on a parlé de profilage, justement. Puis 20%, c'est énorme. La population en situation d'itinérance ne représente pas 20% là, de... Si on a le chiffre le plus excessif
à l'égard de l'itinérance, Mhm. on serait à 1% de la population montréalaise. Oui. Puis il faut comprendre qu'à l'époque, on était à 20%, on est monté Oui. jusqu'à 27%, après on est descendu, mais aujourd'hui, on est à Mhm. 40%. Oui. Donc, ça ne s'améliore pas nécessairement. On Mais va- c'est oui. vraiment cette... puis à l'époque, entre 2005 et 2008, là, Mhm. il y a eu beaucoup de travail qui a été fait de sensibilisation, y compris auprès de la population avec les distributions symboliques de constats d'infraction, Oui. ces activités de sensibilisation Mhm. où finalement on donnait à la population les mêmes Oui. constats d'infraction que remettaient Mhm. qu'avaient les personnes en situation d'itinérance. Ça a été une période où il fallait rentrer dans le débat public puis amener à l'agenda des réflexions sur cet enjeu. Oui. Ça a commencé après avec la commission parlementaire qui, pour la première fois, a établi que la judiciarisation n'était pas la solution et n'était pas la bonne voie pour intervenir en itinérance. Puis la commission des droits par-dessus, avec son avis sur le profilage social que vivaient ces personnes-là. Mhm. Donc là, on voit qu'on est parti d'un constat, les témoignages, tes recherches sont arrivées, la commission des droits de la personne, Donc là, les choses progressent, là. Donc, on sent des avancées. Mais à quoi ça sert? À qui ça sert de déplacer des populations, de judiciariser, d'emprisonner? Pourquoi? D'où ça vient? Tu sais, les gens qui sont à la maison peut-être se demandent ça. Ben voyons donc. Ouais. Pourquoi on... C'est pas clair, en fait. C'est clair que... En fait, c'est pas clair et clair quand même, là. À l'époque, il y avait vraiment des politiques urbaines qui voulaient mettre en dehors de la ville les problèmes sociaux, l'itinérance, la consommation de drogue. Puis c'est ce qu'on appelait les politiques de tolérance zéro qui nous arrivaient des États-Unis. Donc, on voulait ne plus tolérer toutes sortes de comportements avec cette idée que parce qu'on tolérait ces comportements, il y aurait plus de criminalité. Alors qu'il n'y a aucun lien avec la criminalité et qu'on savait qu'on était dans une période de baisse de la criminalité, au contraire. Mais il y a vraiment eu cette idée qu'il fallait que la réponse soit policière, que soit judiciaire, parce qu'on voulait éliminer les personnes. Oui. Et à tout ce que ça... En fait, et la conséquence, ce que ça a fait comme eu pour conséquence, c'est de déplacer et d'invisibiliser, et notamment les jeunes, en fait. Oui. Particulièrement les jeunes qui se tenaient en groupe, forcément, ils étaient plus visibles dans les parcs, et que la judiciarisation, si elle a eu un impact, elle l'a eu très clairement sur ces jeunes-là, qui se sont invisibilisés, isolés, avec tout ce que ça a voulu dire de défi pour les intervenantes, que de les retracer, que de les accompagner, parce qu'ils étaient éparpillés dans la ville. Oui. Et donc, c'est clair que la réponse, elle nuisait à tout le monde. Elle nuisait à l'intervention, elle nuisait aux personnes et elle nuisait aussi au système judiciaire qui s'est vu engorgé avec une lourdeur puis un coût. Parce que ce qu'on sait là, puis là, les analyses économiques sont vraiment claires là-dessus. La chose la plus coûteuse, c'est de remettre une personne en prison. En prison. Et à l'époque, on estimait que le montant de l'amende et des frais qui faisaient incarcérer une personne correspondait à une journée d'emprisonnement. Mais les personnes, quand on convertissait leur dette en prison, chaque constat d'infraction arrivait à peu près une quinzaine de jours d'emprisonnement. Donc, il y avait 14 jours. Un constat égale 15 jours. Ouais, constat égale 15 jours. Et là, c'était des personnes qui allaient passer 2-3 mois en fonction de leur dette. Oui. Et alors... Et se retrouver finalement dans des situations pires en sortant que comme ils étaient rentrés, avec tout en plus les enjeux de recrutement criminel qui pouvaient se passer en prison. Donc, il y avait clairement une et puis on a beaucoup dit que c'était contre-productif. Totalement. Mais toutes les cartes, qu'on soit dans la carte économique, dans la carte pratique et intervention et dans la carte des personnes, c'est clair que c'était contre-productif pour tout le monde, tant le système que les personnes. Puis moi qui travaille avec des jeunes depuis longtemps... C'est certain que les jeunes avaient peur, se sauvaient. La confiance aussi avec les policières n'était pas là. Même les intervenants étaient un peu ébranlés, un peu pas mal, dépendamment des circonstances. Alors, ça coûte cher, ça porte rien. Moi, j'avais des jeunes qui arrivaient directement de détention, sans papier, sans revenus, et parfois des jeunes qui étaient en logement, mais comme tu disais tout à l'heure, qui ont été rattrapés quelques années plus tard. Alors là, c'était la perte du peu d'acquis qu'ils avaient pu avoir. Donc, on n'y voit absolument aucun avantage. Tout à fait.
Puis c'est ce qui est arrivé en 2008, 2009, 2010, là, quand toute la commission, après les premiers plans d'action, tout le monde s'accordait pour dire c'est pas la solution, puis il faut trouver des alternatives à la judiciarisation. Puis là, il y a eu vraiment un grand moment où on prêchait pas dans le désert, mais tout le monde était considéré que c'était pas la solution, puis qu'il fallait revenir en arrière. Puis il y a eu une éclaircie, là, en 2010-2015, où on a vu le constat d'infraction se diminuer à Montréal, diminuer dans d'autres villes aussi. Et la mise en place aussi de toutes sortes d'autres services, là, des services de dégrisement, des services d'accompagnement vers des trajectoires, vers des soins en dépendance, etc. Donc, tout le monde s'est dit, c'est pas la solution, il faut trouver des alternatives. Puis, il faut se dire qu'à Montréal aussi, c'est la première, la Cour municipale, dès les résultats les sorties de notre étude, a mis fin à l'emprisonnement pour non-paiement d'amende à Montréal. Donc, il y a eu un moratoire 2004. Et ce moratoire s'est promené dans d'autres villes, à Québec, après à Val-d'Or, jusqu'à la loi de 2020 qui a finalement permis... concrétiser l'absence d'emprisonnement pour non-paiement d'amende pour l'ensemble du Québec. Ça, même si... C'est une très grande victoire, même si on regarde des données et on se dit il y a des cours municipales qui auront oublié de voir la nouvelle loi et qui ont encore incarcéré. Mais c'est quand même nettement moins parce qu'à l'époque, c'était plus de 50% qui allaient en prison. Oui, puis là, tu parles d'une diminution, mais là, tes travaux les plus récents ne font pas état d'une diminution. Puis comme chercheur, on s'était dit, on a fait une première étude, une deuxième étude, une troisième étude. Là, on va s'arrêter, ça va bien. Puis finalement, les échos du terrain des personnes en situation de il y a quelque chose qui se passe, qui semble qu'on est moins dans la diminution. Puis finalement, on a fait donc une quatrième étude qui a montré que là, non, c'était reparti de plus belle. En 2018, il y avait plus de 8000 constats d'infraction qui étaient remis à des personnes itinérantes à Montréal. Et que ça correspondait à 40% maintenant de l'ensemble des constats d'infraction, donc plus de profilage encore qu'avant. Et que ça touchait, là, pour le coup, beaucoup plus des personnes plus âgées. Que chaque personne qui recevait en recevait aussi beaucoup plus. Donc, non seulement il y a plus de personnes qui sont... Plus de tickets. Et avec les conséquences que ça a pour toutes ces personnes-là, on a estimé dans la dernière étude que ça a coûté $1 million pour remettre tous ces constats en coûts policiers. Donc, et que la dette que les personnes en situation d'itinérance doivent à la Cour municipale, elle est au-delà de $15 millions, alors qu'on sait très bien que si c'est dans des personnes en situation d'itinérance, elles n'auront jamais les moyens. Et que ça bloque vraiment la sortie d'itinérance. Que non seulement on n'avance pas, mais qu'on nuit, en fait. Exact. C'est ça, on nuit. Exactement. Puis, tu sais, le 1 million qu'on dépense en coûts pour... ça, c'est juste coûts policiers, SPVM. Seulement. Imagine si on distribuait ça à des organismes de première ligne ou en prévention, en accompagnement. C'est ça aussi. Ça, c'est une autre chose qui n'a pas de sens. Tout à l'heure, avec notre deuxième invité, on va parler de mesures et d'alternatives à la judiciarisation. Donc, ça aussi, il y aura des éléments positifs là, qu'on pourra aborder. Mais ma dernière question, je voyais un article là, dans le Journal de Montréal. Bon, on constatait qu'il y avait beaucoup de sans-abri. C'est Loïc Tassé. Bon, là, il faisait le constat, nombre grandissant. Les sans-abri continuent à envahir nos villes. La vitalité économique de celles-ci sera sérieusement compromise, comme c'est déjà le cas dans des villes ailleurs, et tralala. Puis on dit qu'il y a des solutions. Nous n'avons d'autre choix que de durcir les lois sur l'itinérance, de rendre illégal de dormir la nuit dans les espaces publics. Là, on parle de reprendre les hôpitaux psychiatriques comme autrefois. Les gens devraient être envoyés dans des camps pour y être désintoxiqués et apprendre un métier. D'autres, enfin, devaient être retournés dans leur pays d'origine. Oups, on appelle ça des solutions. Alors là, il y a un risque de dérive et de retour en arrière. À chaud comme ça, qu'est-ce que tu dirais de ça? Un très grand retour de dérive, surtout que ça s'appuie sur aucune évidence scientifique. Toutes les évidences montrent que le coût le moindre pour une société, c'est de loger des personnes en situation d'itinérance avec accompagnement.
On estime à peu près que ça coûte 80$ par jour, alors que l'incarcération, c'est Oui. 500$, que l'hôpital psychiatrique, c'est plus de 300$. Donc, le coût pour une En société... Et oui, on est dans un contexte où l'itinérance augmente, mais elle augmente pourquoi? Parce qu'il y a une crise du logement. Exact. Et c'est pas en développant des prisons et en mettant des gens dans... Ils vont sortir de prison, Oui. ils vont sortir des hôpitaux. Donc, ça n'est pas une solution. Non, encore plus atteint, encore... donc, puis bon, c'est sûr que c'est pas une solution là, dans les coûts, là, en jetant même un regard comptable et pragmatique. Et puis c'est sûr que si on pense à notre humanité, et là, c'est pas trop rassurant. C'est souvent ça qu'on a dit dans nos recherches, pour finir. Oui. C'est que, oui, il y a des coûts qui montrent que c'est contre-productif, mais il faut aussi aller vers la défense, les droits de ces personnes-là, le droit d'être dans l'espace public, le droit d'avoir des soutiens et des réponses sociales, et pas simplement parce que c'est moins coûteux, mais aussi parce que c'est nécessaire dans notre société si on veut produire un filet social qui a de l'allure. Et on a des devoirs aussi. Alors, on va continuer, on va te garder avec nous, on va jaser avec Bernard Saint-Jacques dans la deuxième partie. Alors, à tout de suite. Vous écoutez Regard sur l'itinérance avec France Labelle. Alors, me voici de retour avec mes invités, Céline Bello et Bernard Saint-Jacques, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc, la discussion du jour, c'est sur la judiciarisation des personnes en situation d'itinérance. J'ai demandé à mes invités qu'est-ce qui les a amenés à s'intéresser à ces questions. Et je vais me permettre de vous lire un petit texte que j'ai écrit jadis naguère. Et vous allez comprendre pourquoi je me suis intéressée de près et que je m'intéresse encore de très près à cette question. Alors, ça va comme suit à une mère qui n'a plus de fils. « Chère mère, votre fils avait 20 ans. Il est mort maintenant. On l'a rencontré au refuge des jeunes il y a moins d'1 an. Déjà, il nous semblait mal en point et présentait des signes de maladie mentale. Longuement, vous m'avez parlé, vous avez essayé de comprendre et de l'aider. J'ai essayé moi aussi, mais en vain. Vous vous êtes promené d'un endroit à l'autre, CLSC, maison d'hébergement, prison, refuge. Vous avez parlé à des intervenants, travailleurs sociaux, psychiatres, avocats, policiers. On vous a dit on ne peut rien faire, il n'est pas assez malade, il n'est pas en danger pour lui-même ou pour les autres. Pensez à vous. Un psychiatre a donné son verdict, il n'y a pas d'indice de maladie mentale. Et pourtant, on l'a bien vu, nous, la maladie, celle qui s'insinue et s'installe. Celle-là même qui a conduit votre fils à l'itinérance.
C'était son choix, disaient certains. Il ne veut pas de soins. C'était donc réglé. Chère mère, votre fils est mort bêtement d'un accident dans le métro. Si son jugement n'avait pas été si altéré, aurait-il eu cet accident? Sa tête aurait-elle été heurtée par le wagon de métro? Peu importe, maintenant il n'est plus là. Chère mère, vous pleurez. Vous me dites que vous avez tendu son linge sur la corde à linge, du linge tout sale d'itinérant. J'ai pensé que ce sont les pauvres qui étendent leurs vêtements sur la corde à linge. Les riches n'ont ni itinérant ni corde à linge dans leur cour. Colère. Vous avez trouvé des contraventions dans son sac à dos, des contraventions parce qu'il était dans la rue, itinérant. Colère. À l'hôpital, vous avez insisté pour emporter sa jaquette et sa couverture. C'est tout ce qu'il me reste de lui, m'aviez-vous dit. Une jaquette et des contraventions. Encore la peine. Chère mère, peu de temps avant de mourir, votre fils était fier de vous dire qu'il s'était trouvé un logement. C'était ce qu'il voulait le plus. Chère mère, soyez fière de lui, votre fils s'est battu, mais nous n'avons pas su l'aider. Chère mère, il faudra bien que quelqu'un vous demande pardon pour tout cela, ce cafouillage médico-juridico-administratif qui n'a pas permis que votre fils obtienne des soins. C'était la loi qui s'appliquait, comme une autre loi qui prescrit de donner des contraventions aux itinérants. Chère mère, je ne peux vous demander de tout nous pardonner, mais il faudra bien que quelqu'un entende votre voix pour les jeunes à venir. Chère mère, je m'engage auprès de vous à poursuivre la lutte afin que la judiciarisation ne soit pas la réponse à la détresse psychologique. Alors, nous voici de retour et nous parlons toujours de judiciarisation et de pénalisation de la détresse et de la souffrance, un peu dans l'esprit du texte que je viens de vous lire. Et en même temps, c'est détresse, souffrance, mais détermination, action et comment faire pour que ces choses-là ne se produisent plus et mettre en place des actions significatives. Alors ça, c'est la suite et c'est peut-être plus encourageant ce volet-là. Alors donc, sans plus tarder, je vous présente mon deuxième invité qui est Bernard Saint-Jacques. Et puis là, j'ai une belle présentation pour lui. Et puis, je suis en train de chercher la feuille que je n'ai pas. Alors, je vais être obligée de te demander de te présenter, Bernard. Donc, tu as été directeur de la clinique Droit Devant. J'ai été directeur de la clinique Droit Devant. Tu as été organisateur communautaire au réseau d'aide pour personnes seules et itinérantes. Oui, tu t'en ressors bien. Oui, tu as étudié, tu as fait une maîtrise en sociologie. C'est en sciences politiques. On n'est pas trop loin. En analyse politique, sur les enjeux, justement. Politique sur les enjeux aussi. D'injustice, de criminalisation, de profilage. Ouais. Puis, j'espère que tu n'as pas fait d'autres choses. C'est pas mal, ça. Oui, tu es consultant aussi en itinérance. Absolument, oui. Donc, et puis consultant auprès de la clinique Droit Devant aussi. Absolument. Donc, heureusement, j'ai mes questions, par exemple. On n'a pas tout perdu, Bernard. Alors, bon, un petit peu comme j'ai demandé à Céline tout à l'heure, à Céline Bello, qu'est-ce qui t'a motivé? Quel est ton intérêt, donc, à travailler au niveau de ces questions? Judiciarisation, pénalisation, entre autres, parce que tu travailles sur un ensemble de choses. Mais sur particulièrement la question de la judiciarisation, très personnellement, j'avais un emploi avant, j'étais employé dans une association étudiante. Mm-hmm. Et il arrivait que des soirs, je reste plus tard au bureau parce que mes chers étudiants se faisaient arrêter dans des manifestations et on attendait qu'ils sortent justement de prison, justement. Bon. Et j'avais trouvé ça bizarre que des petits étudiants comme ça, fils de bourgeois, tout ça, puissent se faire arrêter et vivre des situations de même. Et quand j'ai appliqué pour être au réseau d'aide aux personnes seules itinérantes de Montréal, on m'a suggéré 2 volets. Tu peux travailler en logement ou tu peux travailler plus peut-être sur les questions judiciaires. Voilà. Autant ça m'avait interloqué en me disant, mais voyons donc, judiciarisation, c'est-tu à ce point-là un enjeu pour qu'il faille avoir un poste spécifique qui travaille là-dessus, d'une part, mais en même temps, c'était quelque chose qui m'attirait déjà. Et ça n'a pas été long après la réalité de ce que j'ai pu voir,
l'impuissance des intervenants dans l'intervention sur les réalités judiciaires des personnes, les changements qui se passaient aussi dans nos centres-villes, hein, toute la question de la revitalisation des centres-villes qu'il y avait, la nouvelle vision qu'on a pour le tourisme, qui s'accompagne souvent d'un nettoyage qu'on appelle nettoyage social. Puis, c'était quoi l'effet saillant, finalement, dans l'évolution des mobilisations? Puis quelque chose qui va nous mener là, à des alternatives à la judiciarisation? Bien, je pense qu'il y avait deux particularités. D'abord, il y avait des intervenants qui étaient sur le terrain et qui ne savaient pas comment. Ils accompagnaient déjà des gens à l'aide sociale, en lien à avoir de la nourriture, à l'hôpital. Et là, ils se trouvaient à les accompagner dans des dates de cours parce qu'ils avaient des contraventions, des choses comme ça. Donc, il fallait se former entre intervenants pour voir un peu de quelle façon on pouvait avoir cette nouvelle forme d'accompagnement. Ça, c'était plus en termes de s'auto-former entre nous. Puis l'autre volet, bien, c'était vraiment celui de comment on peut mettre en commun cette dynamique-là. Puis on a quand même été beaucoup inspirés par le Refuge des jeunes qui avait déjà commencé à colliger des contraventions. Fait qu'on a dit, on n'avait pas les recherches de Céline Bello à ce moment-là. Fait qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse des démonstrations et de la sensibilisation sur ces enjeux-là. Mais on s'entend, là, on ne connaissait pas tant de choses que ça à ce moment-là. On n'était pas aussi conscients de l'ampleur de la situation. C'est très parcellaire là, à ce moment-là. On a fait des belles démonstrations de contravention. C'est ça que t'es OK. Oui. Il y a eu des vraies belles choses. D'abord, des conférences de presse pour montrer les contraventions qu'on récupérait. On a fait des activités de sensibilisation aussi où on remettait des contraventions symboliques à monsieur, madame, tout le monde. Exact. Ça, c'était intéressant parce qu'il y avait comme un enjeu d'ensemble. On annonçait l'activité, mais il y avait la discussion qui pouvait avoir lieu entre intervenants, personnes qui fréquentaient nos organismes et les personnes dans la rue qui vraiment pensaient que c'était fait donner une vraie contravention au début, et là, ça amorçait la discussion. Il y avait comme quelque chose là-dessus qui était très fort. Il y a aussi les actions en parallèle à ce que le milieu de la recherche, les données, hein. Quand Céline disait tout à l'heure que les données se sont partagées, ben c'était source de sensibilisation que de pouvoir dire que dans presque 3/4 des cas où tu reçois une contravention, tu risques d'aller en prison pour ça. C'est évocateur, c'est parlant et tout ça. Fait qu'il y a quand même eu une belle mobilisation qui s'est faite autour de ça, les multiples forums où on a pu aborder les enjeux qui étaient associés à ça. Mais c'est le fruit vraiment d'intervenants qui partaient avec un peu d'un constat d'impuissance. Et là, avec à se donner des outils pour pouvoir intervenir et interpeller les pouvoirs publics. Oui. Puis de cette mobilisation-là, sensibilisation, donc est arrivée la clinique Droit Devant. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Bien, c'était bon de faire de la mobilisation et tout, mais il fallait se poser la question, il y a des gens qui sont quand même aux prises au quotidien encore dans ce système-là. Et y a-t-il une façon dont on peut les accompagner? Donc, tous ces avancées-là ou ces apprentissages qu'avaient fait les intervenants sur l'accompagnement, par exemple, à la cour, sur regarder l'ensemble. Il faut voir, hein, vous allez voir, vous sondez votre situation judiciaire, on va regarder, vous avez un constat d'infraction pour une raison. Souvent, une personne itinérante, on a des dizaines, on a plusieurs. Comment on lit le dossier, l'ensemble des dossiers judiciaires que ça implique? Tout ça se demande vraiment une vulgarisation puis une expertise et tout ça. Donc, on en est venu à réfléchir à carrément créer un organisme communautaire qui ferait. C'est devenu au départ un projet, puis c'est un organisme qui est né en 2006 et qui est devenu un organisme à part entière vraiment en 2014. Fait que c'est dire que quand même à Montréal, puis maintenant aussi à Québec, dans tout le panorama des organismes en itinérance, on trouvait la judiciarisation était à ce point important qu'il valait la peine de créer un organisme avec des employés attitrés à 100% de leur temps à aider les gens au niveau de leur réalité judiciaire, au niveau des abus qu'ils reçoivent, exercer des recours avec eux et tout ça. Je voyais dans les notes que depuis 2006, il y a 2800 personnes qui ont bénéficié des services de la clinique. Donc, c'est fort là, comme représentation. Mais c'est vraiment... Ce qui est vraiment le plus parlant là-dedans, c'est que ça nous amène quand même à avoir des gens qui sont à différents niveaux. Donc, des gens qui sont carrément encore dans la rue, qui viennent s'informer, qu'eux vont peut-être pas pouvoir régler trop de choses maintenant, et d'autres où, à travers la réalité, en réglant d'autres choses de leur réalité de rue, dans un processus plus de réinsertion sociale à plus long terme, la question de la judiciarisation va devenir automatiquement quelque chose qui va régler. Donc, ils passent par chez nous aussi dans leur processus. Oui.
Donc, la clinique est toujours... toi, tu as dirigé aussi par la suite... Dirigé pendant 7 ans, pendant la clinique 7 ans. droit devant qui roule, puis il y a encore du boulot, hein, avec Oui. les contraventions qui se donnent encore. On continue, évidemment, là, d'en avoir un peu partout. C'est ça, absolument. Donc, puis tu l'évoquais, donc il y en a, il y a Québec. Donc, c'est un modèle aussi, là. C'est un modèle qui se répand tranquillement. C'est sûr qu'il faut un volume pour ça. Oui, à oui. Montréal, on n'en manque pas, puis à Québec, non plus. Mm-hmm. Mais c'est ça. Ouais. C'est un organisme qui l'avantage, c'est ça qui a été dur au début, c'est de dire, bon, OK, on veut bien lutter puis contre le phénomène, tout ça, contre les pratiques de profilage, mais il y a quelque chose qu'on a besoin d'offrir aussi au niveau de l'accompagnement là, au quotidien. Concret, puis, là, tout ça, effectivement. qui permet aussi aux personnes de faire ça. Mm-hmm. Puis, on est toujours, donc, dans les alternatives à la judiciarisation. Donc, est-ce que aussi, dans la suite des choses, tu pourrais nous parler du programme d'accompagnement et d'intervention communautaire, donc le PAGIC. Je pense que c'est une autre alternative extrêmement significative. Oui. En développant la clinique, il y avait des réflexions sur est-ce qu'on peut avoir des personnes spécifiques, par exemple à la cour, qui pourraient adresser la réalité de chacune des personnes. Fait que l'idée, c'est le PAGIC, qui est le programme d'accompagnement à la justice itinérance à la cour. À Montréal, on l'a mis en place avec la cour municipale. L'objectif, en fait, c'est quand on prend une personne, on regarde l'entièreté de sa situation, on présente sa situation à la cour avec un procureur et tout. Le procureur regarde la situation, regarde l'évolution de la situation de la personne. Puis si la personne a réussi à faire des démarches différentes là, pour améliorer ses conditions de vie là, de façon... général. Évidemment, le logement est probablement le premier élément qui est des choses qui est abordé. Une certaine stabilisation. Exact. Une stabilisation sur à peu près sur plusieurs facteurs. Bien là, on va être capable de regarder sa situation judiciaire, ses petites accusations criminelles et ses étiquettes. Et souvent, ce qu'on va, c'est vers un retrait partiel ou total des constats d'infraction puis des accusations criminelles. Si on voit qu'il y a eu vraiment dans le fond, il faut montrer que la personne ne sera plus dans une situation où elle va recevoir encore beaucoup de contraventions liées à ces type d'infraction-là. Donc, puis là, à partir de là, on peut la sortir. L'avantage d'un truc comme ça, c'est que ça nous donne un levier de plus. Hein. Nous, quand les gens venaient chez nous, on leur disait, tu peux peut-être prendre une entente de paiement, une entente de travaux pour une personne qui ne sera pas capable de trouver des travaux compensatoires pour faire... Mais c'est un peu illusoire pour une personne qui n'a pas ce temps, qui n'a pas cette énergie et qui n'a pas ces sous-là pour faire un truc. Ça peut être des montants très, très élevés, donc ça va être long, les remboursements. Là. Fait qu'une personne qui est quand même en train de se penser à une sortie de rue ou des choses comme ça, l'entrée dans un programme comme ça, c'est possible. Puis il y a quand même un bon accueil puis tout, qui peut être intéressant pour ça. Puis ça montre aussi quand même que le système judiciaire peut s'humaniser un peu à travers ça. On fait affaire avec des procureurs qui comprennent un peu plus les réalités sociales qu'il y a derrière les infractions. On est à la recherche de solutions plus que de pénalisation puis judiciarisation. On l'a vu avec Céline Bello tout à l'heure. Ça donne rien, c'est coûteux. Puis ça aggrave la situation des personnes. C'est sûr que c'est pas des solutions qui entament ou arrêtent le profilage ou les pratiques, la discrimination, les pratiques policières elles-mêmes. Mais une fois que la personne est vraiment prise dans le système judiciaire, il y a moyen, ça donne un moyen quand même supplémentaire pour pouvoir lui permettre de s'en extirper, Oui. Puis bon, moi, il y a des jeunes au refuge qui ont bénéficié de ces programmes-là parce qu'avant, ils ramassaient les contraventions, ils les jetaient dans les poubelles. Fait que moi, je disais non, jette-les pas, là, on va faire quelque chose avec ça. Mais ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas à la justice et ils disaient ça ne donne rien. Puis ils se décourageaient, leur situation s'aggravait. Puis là, donc, c'était vraiment, ça allait de mal en pis. Mais on a réussi à en convaincre. Alors là, il y a la clinique, droit devant, de là, il était accompagné. Et le message qu'on leur envoyait, c'est que ça vaut la peine, tu vaux la peine aussi, qu'on s'occupe de toi, qu'on t'accompagne. Donc, il y avait un petit peu d'espoir, là, parce que sinon, c'est non, ça ne donne rien de toute façon, tu sais. Mais c'est que c'était une injustice qui était très palpable chez ces gens-là, mais qui était très intégrée. De la même manière que la police, personne, on s'est rendu compte à quel point c'est emballé, cette remise systématique de constat. Autant pour les personnes, ça faisait partie du quotidien. Je me rappelle d'une activité de sensibilisation, la première qu'on a réalisée en 2004. Il y a une personne qui est arrivée qu'on a reconnu par la suite davantage, avec son sac à dos. Puis il est venu, puis là, il y avait des médias et tout. Puis là, il dit, regardez. Et là, il a sorti les constats de son sac,
Mais ce qui était le plus fascinant, c'était le fun parce qu'il nous a volé la vedette. Puis on l'a vu après, puis il a montré ses constats d'infraction devant les caméras. Mais ce qui était encore plus flyé, c'est que lui disait, mais pourquoi vous vous intéressez à ça? Vous venez ici, les médias, pour faire... Vous faites des activités de sensibilisation sur cette question-là. Ouais. Puis tout, c'était tellement probablement intégré pour lui qu'il voyait comme plus à quel point ça pouvait... C'était un fléau, c'était devenu un fléau. Ouais. Et tout ça. Fait qu'il y a une prise de conscience qui s'amène là-dessus. Puis c'est ça. Il a fallu les ramener, les gens, pour leur dire non, c'est vrai que tu peux faire des choses. Exact. Laisse-les dans ton sac, puis on va faire peut-être de quoi avec. C'est ça. Puis depuis, donc maintenant, tu es consultant au PAGIC. Et qu'est-ce qu'il y a, bon, ça a avancé, il y a eu des actions, il y a une clinique qui est un modèle aussi pour d'autres villes du Québec, je crois. Mais il y a plusieurs choses par rapport à ça. Je pense qu'il y a l'accompagnement social en itinérance. C'est ça qui est particulier dans l'action qu'on mène. C'est-à-dire que ce n'est pas des avocats qui prennent en charge les choses, mais on considère que ça vaut la peine d'accompagner les personnes dans une perspective de vulgarisation des choses, puis d'assurer une intervention sociale et non pas juste une vision purement légaliste ou judiciaire de la chose. Une autre chose qui a beaucoup évolué là-dedans puis qui vient d'ici, c'est comme le disait tout à l'heure Céline, on a moins l'épée de Damoclès de l'emprisonnement pour non-paiement d'amende. On a légiféré pour la minimiser, pour l'atténuer au niveau des personnes vulnérables ou des personnes qui n'ont pas la capacité de payer leur constat. Ben ça, c'est quand même une amélioration qui permet au moins de dire, si la personne est encore judiciarisée, elle n'ira pas en prison pour payer ça en perte dans toutes sortes d'acquis, là, comme on l'a déjà dit. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est central, qui est apparu. Ouais. Puis l'autre chose, c'est que ces différents programmes que je vous parlais tout à l'heure, PAGIC, à Montréal, en contrepartie ou avec le fait de dire on va arrêter l'emprisonnement pour non-paiement d'amende, ça l'oblige les cours municipales à se re-questionner puis à faire des programmes de ce type-là. Oui. Donc, de trouver des percepteurs des amendes ou des procureurs à la cour, des greffes dans les cours, ces services-là, pour avoir un peu plus d'humanisation, puis faire affaire avec des organismes communautaires, puis de pouvoir traiter à la pièce des situations de personnes. Donc, ils s'en créent. Il y en a actuellement à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Gatineau. Ça se déploie un petit peu. Donc, ça laisse au moins une solution. Encore une fois, on est dans une solution quand on est encore dans le système judiciaire, mais au moins, ça permet d'aider les personnes une fois qu'elles y sont aussi. Il y a quand même un mouvement vers ça qui est quand même qui est assez positif. Oui. Puis, dans ton expérience à toi, puis je vais aussi relancer Céline Bello, notre invitée qui est toujours avec nous à l'écoute. On a des alternatives, on a des initiatives, mais on n'emprisonne plus les personnes, mais c'est pas réglé parce que tout à l'heure, tu as évoqué, Céline, il y a une augmentation. Puis j'imagine qu'à la clinique droit devant aussi, vous le voyez. Qu'est-ce que vous diriez de ça? Puis qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne à bras-le-corps là, pour que ça cesse? Céline? Mais oui, effectivement, il y a eu toutes sortes de pistes d'amélioration, mais on reste dans le système de justice, on reste dans cette voie judiciaire. Puis oui, il y a une essaimage de cliniques droit devant ou de programmes PAGIC dans le reste du Québec. Mais il y a beaucoup, ils sont tous très différents, là. Et il y a quand même parfois encore cette logique de la punition, mais qui s'adoucit. Donc, mais on va demander énormément, exiger énormément de la personne en situation d'itinérance avant de régler sa situation ou de radier ses constats d'infraction. Donc, la logique pénale et de punition, elle demeure dans certains cas. Elle devrait encore s'améliorer. Et puis, la façon de l'enlever, là, c'est de ne pas rentrer dans le système judiciaire. Puis, je pense que là où on doit travailler, d'autant plus qu'il y a vraiment une recrudescence de constats d'infraction remis aux personnes, c'est vraiment de se dire, c'est pas la solution d'entrée. Donc, comment on sort de cette remise de constat d'infraction? Et là, on va être dans la véritable alternative. Autant, je crois, aux alternatives dans le système judiciaire, mais il faudrait pouvoir s'en passer, finalement. C'est ça, il ne faut pas en donner point à la ligne. Point à la ligne. C'est ça. Des fois, les policiers, Céline, disent « Oui, mais j'ai rien d'autre, j'ai pas d'autres moyens. » Mais ils ont beaucoup dit ça. Oui. Puis, c'est pour ça qu'il y a une embellie, je l'ai dit tout à l'heure, une descente, une réduction du nombre de constats. Puis, on a mis toutes sortes d'outils dans leur coffre, le dégrisement, etc. Puis, d'un seul coup, on a vu repartir les choses. Donc, il y a eu une création d'outils pour pouvoir agir différemment. Puis, malgré ça, mais on a vu
un redémarrage de cette judiciarisation. Donc, je pense qu'on est vraiment à se questionner actuellement, et d'autant plus que l'itinérance est en augmentation. Comment ne pas repartir dans ce cercle, ce cercle infernal contre-productif et qui va nuire à tous. Le système, les citoyens et les personnes en situation de différence. L'itinérance est en augmentation, puis on le dit aussi, donc beaucoup plus visible. Hein. Il y a beaucoup plus de gens sur le territoire, dans les parcs, dans les campements, ça et là. Fait que, donc, on a à craindre, justement, si on sanctionne l'occupation de l'espace public. Qu'est-ce que tu dirais, Bernard, toi, de la conjoncture Moi, je ne comprends actuelle? pas, avec tout ce qu'on a fait, puis comment ça se fait que la contravention peut être encore employée. On nous dit que c'est souvent un dernier recours dans certains cas. Puis l'autre dérive de ça, c'est il y a un plus grand quand même contrôle des espaces publics. Il y a une plus grande présence policière que jamais maintenant. Les équipes mixtes avec aussi. Des équipes mixtes et pas d'équipes mixtes. Ça fait beaucoup de policiers qu'une personne va rencontrer dans une journée. Puis je pense que c'est là que même les policiers nous disent, par exemple, oui, mais on avertit les personnes avant de leur donner des constats. Mais si vous les voyez 3 fois plus que par le passé dans une même journée, un même policier, ben vous allez quand même remettre autant, sinon plus de contraventions que par le passé, parce que vous allez, même si vous en remettez pas toujours. Donc, pourquoi ça reste? Pourquoi on fait des interventions spécifiques? On connaît bien notre réalité qui se passe dans l'espace public et que c'est encore ce modèle-là qui est employé. C'est un petit peu particulier, puis c'est un petit peu décourageant, où je trouve un certain espoir. C'est comme, mettons, quand on fait des conférences dans des écoles, les gens, on voit qu'ils ont évolué au niveau de leur valeur aussi. Tout ça, donc, il n'y a pas juste des Loïc Tassé là, et son article de tout à l'heure qui arrive avec des... les gens dans des camps, en psychiatrie. Avec des initiatives, pour ne pas dire des solutions archaïques. Là, oui, absolument. Oui. Archaïque et de contrôle, alors qu'on sait que ce qui est payant en itinérance, c'est d'accompagner, de soutenir. Voilà. Oui. Et puis aussi, on parlait tout à l'heure des droits aussi. Puis là, j'entends peut-être des gens qui disent, ouais, mais là, ils ont des contraventions, on efface le tout, il n'y a pas de conséquences, nous, on va avoir des conséquences. J'ai déjà entendu des choses comme ça. Mais les contraventions, rappelons-le, sont souvent pour des choses liées à l'occupation, être dans le parc après minuit, être... coucher, il peut y avoir d'autres types de contraventions. Dans les principales qui ressortent dans tes derniers travaux, c'est là, juste ce matin, on est travaillé sur Québec où on voit une très grande augmentation. On est à la 2e étude. Et ce qui est fascinant à Québec, là, il y a la consommation d'alcool, l'ébriété, mais dans les choses qui sont complètement... renversante. Il y a eu 226 constats qui ont été remis parce que dans le règlement municipal à Québec, il y a le fait de posséder du matériel de consommation. Ah oui. Donc, des constats d'infraction. Donc là, on est de la sécurité publique qui va à l'encontre de la santé publique complète dans un contexte de crise des surdoses. Puis, il y avait, pour les femmes, quand on s'intéressait aux femmes en situation d'itinérance, ce qu'on leur reprochait le plus, c'était de dormir dans un parc. Mais là, quand on sait ce que c'est que l'itinérance féminine, le fait d'être dans un parc, certainement, est un enjeu de sécurité pour elle plutôt qu'une ruelle. Et là, parce qu'il n'y a pas d'hébergement suffisant d'urgence, encore plus pour les femmes. Et donc, qu'on ne leur propose pas de logement. Donc, on est dans des enjeux structurels. Et là, on finit par leur reprocher et de judiciariser, de pénaliser là où un espace où elles essayent de trouver de la protection, de la sécurité. Donc, c'est ça, la judiciarisation, quand on le décompose. C'est à quel point la sanction, la répression nuit à ces personnes-là, à leurs droits, mais nuit à leurs conditions de vie, à leur qualité de vie, etc. Et les précipite dans une aggravation de leur situation. Et que on n'est vraiment pas dans le soutien, dans l'accompagnement. Et je pense que c'est ça qu'on doit marteler, à quel point c'est contre-productif pour tout le monde. Oui. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va être obligé de s'arrêter ici, mais on va continuer à sensibiliser, à expliquer, à marteler. On va continuer à témoigner. Bernard, avec ta riche expérience maintenant, tu es consultant en itinérance, donc on va se retrouver sur le chemin. La professeure Céline Bello, donc on sait aussi où te trouver. Il y a beaucoup de recherches qui se fait, qui contribuent à étoffer notre point de vue. Et moi, je vous le garantis, je vais continuer. J'ai pas fini non plus avec ces questions-là. Il y en a plusieurs parce qu'on travaille pour aider le monde puis pour améliorer le monde. Mais on a quand même mis en lumière aussi des luttes, des avancées, des alternatives.
Alors, ça fait du bien. On va se laisser là-dessus sur ce qui fait du bien. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup, Bernard. Et puis, je vais terminer avec mes remerciements parce que j'ai aussi beaucoup d'autres personnes à remercier, mais je vais aller au plus court. Notre Catherine Bourderon, qui est à la revue de presse, Mathieu Tessier à la régie et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et merci beaucoup. Et on sera toujours là auprès de ces gens qui nous enrichissent. Au revoir tout le monde.